Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous politique de Magebo FM, le grand Likita. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Emmanuel Ilunga. Monsieur Emmanuel Ilunga est le président de l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès. Bonjour Emmanuel Ilunga. Bonjour. Vous avez quand même un parcours assez particulier. En 2007, vous auriez pu être l'un des ministres de Antoine Gizenga. Oui. Mais cet épisode s'est refermé très rapidement. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à mieux vous faire connaître des Congolais? Non, pas forcément, pas forcément. Vous savez, notre pays, je crois qu'il faut l'aimer très sincèrement et chercher à les servir avec toutes ses forces. Mais moi, je crois que ma place n'était pas dans le gouvernement d'Antoine Gizenga. Ma place était ailleurs. Parce que les choix que j'ai faits en 2006, c'était de choisir Jean-Pierre Bemba. Or, Antoine Gizenga a fait un choix contraire au mien. Et donc, ma place n'était pas à ses côtés. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'Action républicaine pour le progrès qui vous anime. Vous venez de faire un séjour au Congo-Kinshasa, un séjour qui, curieusement, s'est pratiquement conclu par deux grands événements qui ont bouleversé l'espace politique congolais. Il y a eu d'abord la dernière lettre des 3 lettres du G7 à Joseph Kabila, l'invitant à éviter le glissement. Et puis récemment, la démission pour raison de santé du président de la CNI, Dabé Apollinaire Malou Malou, signe des temps ou un signe aussi pour le Congolais? Signe de temps, parce que vous savez, comme moi, que ce pays, c'est un pays qui renferme 2 dimensions de compréhension. Une première dimension intellectuelle, une deuxième dimension qui relève un peu de l'irrationnel. Et la dimension qui relève de l'irrationnel me renvoie aux paroles de Simon Kimbangu, qui est un patrimoine national et qui a fait de la prison pour sauver ces pays et qui a laissé presque un testament pour l'ensemble des Congolais. Nous sommes en train de vivre ce testament aujourd'hui, que tous ceux qui seront là pour trahir ces pays n'auront pas un long chemin. Et Malou Malou a joué un très mauvais rôle. Je pense qu'il est en train de payer les souffrances des millions de Congolais qui sont morts. Et donc, les événements qui se sont passés, la démission des cadres du PPRD, et notamment tous ceux qui ont formé les G7, et la lettre que Joseph Kabila a reçue, dénote très clairement d'abord du manque de compétences de Joseph Kabila de pouvoir gouverner correctement ces pays et de l'amener vers quelque chose de concret, vers les Lumières. Joseph Kabila a beaucoup d'insuffisances, ça tout le monde le sait, et donc il était normal, il était temps que les G7 puissent démissionner pour montrer à la face du monde que nous aimons notre pays et que nous pouvons les servir autrement. Alors, servir le Congo autrement, c'est vrai, pour ces cadres, ils laissent le confort des ministères, le confort de chefs de parti, de la majorité. Est-ce que ce risque-là est un risque calculé? Et si vous étiez à leur place, est-ce que vous auriez agi pareil? Très bien. Moi, je ferai pareil. Je salue très fortement. C'est un courage, c'est de l'audace. Et ça, c'est encourageant pour nous qui sommes également dans l'opposition en train de nous battre à notre niveau. Mais ça, c'est très encourageant. Et c'est un bon signe pour notre peuple. Et vous savez, il n'y a que des actes comme ça qui font que les peuples s'unissent autour d'une même cause. Ils ont démissionné pour une même cause aujourd'hui. Joseph Kabila a fait 2 mandats, on ne compte pas la transition. Et nous avons vu pendant 2 mandats ce qu'il est capable de faire, d'abord de s'enrichir, et l'incompétence qui le caractérise. Il est taciturne, il est taiseux. Et nous voulons un président qui est proche de son peuple, qui parle à son peuple. Parce qu'un chef d'État, c'est un rapport d'un homme avec tout un peuple, toute une nation. Ce n'est pas les rapports d'un homme avec un petit groupe, un clan, des gens que nous ne connaissons pas. Ils ont de reproches au fait qu'il se soit adressé uniquement à sa majorité, à Kingakati. Vous aurez souhaité que Kabila s'adresse à la nation? Oui, mais ce n'est pas les lieux, Kingakati, c'est une ferme privée. Ce n'est pas les lieux pour s'adresser à la nation. D'abord, il y a les codes de protocolaires qui doivent respecter. On a rabaissé la fonction présidentielle. Moi, je dois vous avouer que Joseph Kabila a rabaissé la fonction présidentielle. Elle n'a pas la note qu'elle devrait avoir dans un pays comme la RDC. Et à cause de lui, nous sommes devenus trop petits. Et donc, nous ne voulons plus de lui. Mais ce n'est pas en parlant plus que le Congo serait devenu plus grand. Non, mais avec des actions.
Il faut des paroles et des actions. Les paroles, nous en avons besoin. Et les actions aussi. Les paroles doivent accompagner les actions. Parce que les Congolais veulent savoir où ils vont. Parce que quand vous ne parlez pas, nous ne savons pas ce qu'ils vont penser. Mais il a ses porte-paroles. Mais les porte-paroles, vous savez très bien... Depuis 2 ans, il n'y a que ça, des gens qui se démultiplient pour parler au nom de Joseph Kabila. En ce moment, justement, Lambert Mende, tout ça, mais... Kinké Moulumba, et tous les autres. Vous avez vu vous-même qu'ils prennent le Congo en otage, ils pensent que nous sommes dans une bergerie où les gens peuvent venir et considérer les peuples congolais comme des moutons. Je crois que nous en avons assez. Aujourd'hui, le peuple est déterminé. 2 possibilités s'offrent à nous. Soit, là, les élections s'organisent. Nous allons organiser les élections. Kabila n'est pas candidat. C'est le grand défi du Congo. Oui. Soit il y aura un soulèvement populaire et nous allons les déloger. L'armée congolaise nationale est mobilisée autour de cette cause. Tous les militaires que vous voyez en train d'assassiner, nous avons déjà aussi, nous sommes bien renseignés. Ce sont des militaires étrangers qui ont infiltré notre armée et qui n'hésitent pas à tuer nos compatriotes. Mais nos propres militaires, les Congolais de l'âme, ne font pas ça. Et donc, le jour du soulèvement, eh ben, nos militaires seront à nos côtés. Et je pense que ces jours-là ne va pas tarder à venir si Kabila ne veut pas comprendre les messages qu'il lui adresse et la communauté internationale et la communauté nationale. Alors, pour parler du soulèvement, il faut que le peuple soit préparé à cela. Vous avez, lors de vos dernières interventions, évoqué que le fait que les Congolais doivent connaître les principes qui régissent leur pays, c'est-à-dire connaître leur constitution. Oui. Et comment peuvent-ils le connaître si vous, les partis politiques, vous ne faites pas ce travail de vulgarisation? Très bien, mais nous sommes en train de le faire. En tout cas, c'est vrai, nous ne le faisons pas assez, je suis d'accord, mais nous sommes en train de le faire. Notamment, nous, à mon niveau, j'ai mis toute la constitution congolaise sur mon blog, donc www.emmanuelilunga.com. Il y a la constitution, article par article, éventuellement avec des numéros de téléphone. Et des commentaires aussi. Il y a un Congolais qui a besoin d'une information, il peut appeler à ces numéros, nous pouvons en discuter en live, de manière à lui expliquer pourquoi, quand, comment. Mais en tout cas, nous, l'opposition, nous avons les devoirs de vulgariser au maximum cette constitution. Mais ceci dit, je soulève un point qui dérange. Cette constitution, elle doit être modifiée après les élections. Pourquoi? Parce qu'elle est très mauvaise, la constitution. Elle renferme très peu d'articles, très peu explicites, et en plus, elle donne pouvoir au chef de l'État de céder une partie de notre territoire pour l'intérêt de la région ou de la sous-région. C'est la constitution même. Donc nous ne pouvons pas garder une telle constitution qui autorise à un homme de vendre le pays carrément. Mais par contre, comme vous le dites, s'il y a besoin de le revoir, c'est pas à ce mandat. Non, voilà. C'est pas dans ces mandats. S'il y a une révision constitutionnelle à faire, on ne peut pas revoir la Constitution en cours du mandat. C'est quelque chose qui se prévoit au prochain mandat. Le prochain président qui viendra au Congo RDC, je souhaite que ce soit moi, je ferai tout pour que la Constitution soit retouchée. En tout cas, il y a eu ce groupe de 7 responsables de partis de la majorité. Ils ont écrit 3 lettres. C'est-à-dire qu'il y a eu une première lettre, une deuxième et la troisième lettre ouverte à Joseph Kabila qui a abouti à leur exclusion de cette famille politique. Et leur leitmotiv est le même. Il faut éviter la stratégie de glissement. Il ne faut pas empêcher aux Congolais d'aller aux élections. Monsieur Kingu Wakumwanza est en ligne avec nous. On l'écoute. Honorable Kingu Wakumwanza, vous faites partie de ceux qu'on a surnommé le G7, les frondeurs de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, quelle est votre orientation? Est-ce que tout le G7 est vraiment dans l'opposition? Bien sûr, c'est tout le G7 qui est dans l'opposition. Inutile de vous dire que maintenant que nous nous sommes fait connaître la classe politique congolaise, nous allons devoir ratisser large, comme on l'a dit, nous allons procéder au recrutement, aux alliances et tout. Nous n'allons pas rester seuls. Justement, avec ces alliances, le rapport de force pourrait changer à l'Assemblée nationale. Oui, nous allons, principalement, notre champ d'action, c'est l'Assemblée nationale. Très bien. C'est là où nous allons, d'abord, premièrement, nous allons batailler pour que tous ceux qui nous ont quittés puissent devenir
les sièges qu'ils occupent dans le mandat de nos partis politiques d'où ils venaient. Et deuxièmement, nous allons maintenant entamer des pourparlers avec d'autres formations politiques de l'opposition. Mais pourquoi pas ceux de nos amis d'hier qui veulent aussi nous rejoindre, ceux de la majorité présidentielle. Alors, pour une dernière question, honorable, aujourd'hui, il y a quand même l'enjeu de la CENI, la récomposition de la CENI. Je pense que vous avez perdu là-dedans, mais dans la récomposition, est-ce que vous allez batailler aussi pour y être représenté? Oui, mais déjà, en tant que parti politique, nous avons des représentants dans la plénière, sur la première plénière de la CENI. Et tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est batailler pour qu'à la tête de la CENI, on puisse avoir un homme valable qui va résister à toutes les tentations qu'on connaît bien. Est-ce que vous êtes serein alors que sur les écrans de chaînes nationales, vous êtes attaqué de partout? Oui, ceci nous met à l'aise parce qu'au départ, on avait voulu minimiser, on avait qualifié notre mouvement de non-événement. Bon, maintenant, de plus en plus, on reçoit des attaques de tous les côtés de la majorité. Je pense que ça démontre à l'opinion que ce n'était pas rien, mais j'ai fait. En tout cas, honorable, nous vous souhaitons bonne chance dans votre combat et je crois que tous les peuples congolais vous regardent. Merci beaucoup. Emmanuel Ilunga, vous venez d'entendre M. Kingu Wakumwaza qui s'est dit serein malgré les attaques reçues de partout et notamment des médias nationaux. Comment faire en sorte dans un pays dit démocratique pour qu'il y ait la libre expression et que les outils, les médias du pays soient vraiment à votre disposition, vous, hommes politiques? Ça dénote de l'incapacité de Joseph Kabila de garantir la libre expression. Les médias nationaux sont pris en otage. Les médias sont devenus les médias du peuple. Oui, mais les journalistes peuvent aussi avoir leur libre arbitre. Personne ne les pousse à vous attaquer, ces journalistes. Oui, mais la plupart, ce sont des journalistes choisis, triés à la volée, qui sont corrompus, comme les gens du pouvoir, et ils sont là pour détruire tous les efforts que l'opposition fait pour amener notre pays vers le changement. Vous fournissez des efforts, mais il y a ceux qui vous tirent en bas parce que le soir, il va avoir $100. Et pour peu, hein, ils sont corrompus avec très très peu. Des miettes, mais ils prennent et ils sacrifient l'avenir de toute une nation. L'avenir de leurs enfants aussi, parce que leurs enfants vont dans quelles écoles? C'est dans les mêmes écoles qui sont des taudis aujourd'hui, c'est là où ils envoient leurs enfants. Mais ceci dit, ce que nous voulons, nous, la République de demain, nous voulons une République de mérite. Nous ne voulons pas de la médiocrité amenée par les clans Ougando, Rwando, je ne sais pas comment. Nous ne voulons plus cette médiocrité qui est décriée par l'ensemble des Congolais. Et ces gens, il faut les balayer. Nous voulons que les Congolais prennent les choses en main. Ce qui est normal, ils sont chez eux. On ne peut pas aller aux États-Unis. Vous êtes Congolais, vous arrivez aux États-Unis, vous voulez devenir président des États-Unis. Les Américains vont vous rejeter. C'est pas du racisme, mais c'est comme ça. Chaque nation a ses règles, ses lois et ses préférences. Nous, notre préférence, nous voulons qu'il y ait un Congolais, d'où qu'il vienne, Kisangani, Bakongo, Bandundu, Kasaï, Katanga, on s'en fout, mais nous voulons avoir affaire à un Congolais pour qu'il nous rende compte. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nébuleuse, nous n'arrivons même pas à identifier qui est devant nous. Joseph Kabila, il est isolé, il ne gouverne pas les pays, une fois qu'il s'est drogué, il prend sa moto, il circule en moto, il circule en voiture, il respecte aucune règle de protocole. Et nous ne voulons pas avoir des chefs d'État de cette qualité. En tout cas, on comprend votre souci et comme vous le relevez, vous souhaitez en tout cas vous présenter à la magistrature suprême de ce pays. Mais comment y aller si aujourd'hui le modèle de gestion des partis et ce modèle d'autorité morale que vous décriez, oui, puisque presque tous les partis politiques en RDC sont bâtis sur ce modèle d'autorité morale, c'est-à-dire un chef tout-puissant qui ne rencontre à personne? Non. Je pense que nous sommes dans une construction progressive. Nous sommes un pays démocratique trop jeune. Nous sommes en train de construire la démocratie. C'est normal que les partis soient identifiés à des individus. Oui. Parce que à ces jours,
nous n'avons pas tous les éléments qui peuvent faire qu'un parti puisse exister de manière naturelle, sans même la présence d'un homme. Mais confidentiel. Voilà. Donc, c'est difficile parce que nous sommes dans cette construction. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on accepte ce modèle-là. Je pense que le modèle correspond effectivement à notre niveau de progression démocratique. Ça correspond. Vous verrez, l'UDPS, Etienne Tshisekedi, Palou, Antoine Kizenga. Mais ça correspond. Nous sommes en train d'évoluer progressivement. Avec les temps, je pense que les choses vont changer tout naturellement. Il ne faut pas non plus marcher plus vite que la musique. On risque d'être hors jeu, malgré la bonne intention. Bien sûr. Moi, je pense que les choses évoluent. Aujourd'hui, au sein des partis, il commence à y avoir des débats. Vous êtes président, vous n'avez pas la raison à tout. Bien sûr. Il y a des débats. Les lettres du G7 en sont un exemple. C'est un exemple parfait. Donc, je pense que tout ça, ça dénote de la progression, justement, des consciences, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des Congolais veulent les changements. L'ensemble des Congolais veulent les changements. Et sous ça, les Congolais sont prêts à tout pour obtenir les changements. Alors, ce changement, évidemment, aujourd'hui, vous recevez le poids, l'appui d'un groupe de poids comme le G7. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que ces nouveaux venus dans l'opposition, ne fassent une OPA? Vous êtes dans le monde de l'entreprise, et que vous, qui vous êtes battu pendant longtemps dans l'opposition, eh bien, vous fassiez, en tout cas, déborder avec le G7. En tout cas, moi, mon combat, la nature de mon combat, c'est les changements pour le pays. D'accord. Très bien. Donc, si le G7, c'est un outil des changements pour le pays, je suis d'accord à 4000%. À partir du moment où les changements vont profiter à l'ensemble de la nation. Après, comme c'est la République du mérite, si je suis méritant, je mériterai un travail, ou je continuerai dans le monde des affaires, ou je continuerai dans le monde politique. Mais en tout cas, je serai heureux de voir mon pays aller vers les changements réels. Alors, vous voulez en fait réunir, faire cette synergie avec toutes ces forces dites de l'opposition. Absolument. Mais, parce que tous ceux qui ont peur, c'est des gens qui ont des calendriers cachés, qui veulent sortir du lot. Non, mais c'est pas qu'ils ont peur. Kabila dit, il se demande pourquoi c'est vous, cet opposant, qui avez peur de lui. Non, personne n'a peur de Kabila. Attention, les gens n'aiment pas Kabila. D'accord. C'est différent. C'est l'expression. Mais les gens sont allés dans la rue en janvier. Vous avez vu combien de morts? Si on avait peur de lui, on ne serait pas descendu dans la rue. D'accord. Malgré les armes, malgré ce que Kabila fait, mais les gens sont allés. Vous avez vu Armand Tungulu, paix à son âme. Il l'a affronté à main nue. Bon, voilà, donc on n'a pas peur de lui. C'est lui qui a peur. Qui a tué Armand? C'est pas nous. C'est lui, Kabila. Il a peur de le laisser en vie. C'est pour ça qu'il l'a tué. Il n'a pas tué parce que il n'a pas peur. Il l'a tué parce qu'il a peur de laisser un tel homme en vie. En tout cas, donc c'est lui qui a peur. Oui, évidemment, le Congo aussi a toujours cette faculté à mettre toujours à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je le rappelle, depuis 2 semaines, les choses bougent au niveau de la majorité présidentielle, mais elles ne semblent pas vraiment bouger dans le camp de l'opposition. Notamment, il n'y a pas d'initiative pour un dialogue inter-opposition. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'on vous a contacté pour essayer de faire cette synergie, de réunir une plateforme de l'opposition? Très bien. Là, il y a 2 mois, nous avons organisé, notre parti, l'ARP, a organisé justement une rencontre de l'opposition. Il n'y avait pas toute l'opposition, mais il y avait une partie de l'opposition. C'est ça, toujours ce qu'on... Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons pris la décision, avec toute l'équipe qui était présente, d'organiser une prochaine rencontre avec l'ensemble de l'opposition. Je suis en charge de ça. Donc, vous avez anticipé. Nous sommes même en train de préparer des invitations qui vont partir incessamment sous peu pour fixer la date, de manière à ce que toute l'opposition se rencontre. C'est dans le calendrier. Et cette fois-ci, nous allons nous rencontrer pendant 2, 3, 4, 5 jours. C'est une initiative, mais est-ce que c'est facile de réunir l'opposition? Vous le savez, en 2011, on a eu du mal à faire asseoir toute l'opposition. On se retrouvait avec l'aile Fatima et l'aile Sultani, ce qui a empêché l'opposition de parler d'une même voix. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est en place pour justement que les uns et les autres comprennent l'enjeu, le défi qu'il y a devant vous? Exactement. Certains ont compris, certains non. Je dois vous avouer. Certains ont compris, certains non, parce que les thèmes qui a divisé, c'est les thèmes du dialogue. Bien sûr. Ça a beaucoup divisé, et l'opposition. Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Moi, personnellement, nous, on était pour. D'accord. Voilà, on était pour, mais
la forme du dialogue qu'il fallait donner, nous avons fixé fallait cette définir, forme. oui. Voilà. Parce que nous, on n'a pas voulu rejeter les choses en bloc sans réfléchir. Donc on dit, nous sommes d'accord pour le dialogue, mais un dialogue dont les calendriers doivent être connus par l'ensemble de la population. C'est-à-dire, il n'y aura pas de glissement, c'est-à-dire Kabila ne viendra pas, mais nous allons discuter sur la quiétude, la paix sociale qui doit exister au moment... Et qui doit accompagner le processus électoral. Oui. Et ça, nous devons en discuter pour voir qui respecte ces calendriers et qui ne le respecte pas. C'est dans ce sens-là que nous étions d'accord pour les dialogues. Mais nous avons rencontré en face de nous des gens qui sont inaudibles en utilisant des prétextes qui peuvent être justes ou fallacieux, que en face de nous, il y a des gens de très mauvaise foi. Mais ceci dit, nous savons qu'ils sont de mauvaise foi, mais ce qui était aussi important, c'est d'avoir des textes pour pouvoir les juger leur mauvaise foi et non faire de la présomption. D'accord. Mais ce que nos amis ont fait, c'était de la présomption, et finalement... ça à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments pour dire que ce dialogue est encore possible et nécessaire? Les dialogues, vous savez, les dialogues est nécessaire. Dans tout pays, même dans un couple qui se déchire, à un moment donné, devant les juges, il y a un dialogue. Tout le monde se calme et tout le monde parle, même si la femme doit partir ou l'homme doit partir. Mais cette fois-là, elle parle calmement en disant « moi je m'en vais pour telle raison ». Et puis c'est comme ça. C'est-à-dire les dialogues, c'est une condition sine qua non à tout progrès social ou national ou international. Moi je continue à penser que les dialogues est important. Parce que les dialogues vont nous permettre de fixer un calendrier global d'ensemble. Vous savez, le calendrier électoral, nous ne l'avons pas respecté. Logiquement, pour respecter les calendriers globaux, on devait déjà avoir des élections, bien sûr, des députés provinciaux, là, mais nous ne les avons pas. Ce qui veut dire que le calendrier n'est pas respecté. Là, tout le monde... Il va être remis, c'est remis en cause. Oui. Donc, tout le processus est remis en cause. Et puis, de surcroît, la Cour constitutionnelle, qui a été nommée par Kabila avec les Vundawe, des gens qui ont volé, qui ont pillé le pays, ils sont revenus à la charge en disant... La CENI, vous ne pouvez pas organiser d'autres élections avant d'organiser les provinciales. Non, des gouverneurs. Or, la CENI n'a pas l'argent. Il n'a que 17% du budget. Donc, on voit bien que c'est les serpents qui se mordent la queue et que le gouvernement est de très mauvaise foi. C'est pourquoi nous voulions, nous, ces dialogues, pour refixer un bon calendrier dans lequel tout le monde aura le même schéma. On aura un dénominateur commun, on saura, voilà ce qu'il faut faire, mais voilà, nous, nos exigences, nous, l'opposition. Voilà, il y a ça, mais nous ne l'avons pas fait. Donc, les dialogues n'est pas fait. Et tout est resté dans le flou. Là, on est à quelques 14 mois, moins de 14 mois des élections présidentielles, selon l'ancien calendrier. L'Union européenne vient, en tout cas par la bouche de son représentant, d'indiquer qu'elle est prête à soutenir et à financer les élections congolaises à condition qu'il y ait un calendrier clair et un plan de décaissement. Ceci dit, on regarde aussi la démission de Malou Malou, ce serait peut-être une chose. On prend l'exemple d'un pays que vous connaissez, la Guinée. Aux dernières élections, on a carrément demandé à un Malien de le présider. Est-ce que ce ne serait pas le lieu peut-être de proposer une telle initiative? Mais pourquoi pas? Ce qui est important, c'est l'avenir de la nation. Bien sûr. Les progrès des Congolais. Si aujourd'hui, il y a des personnalités au niveau international, il y a Kofi Annan qui n'est plus en fonction. Bien sûr. On peut nommer Kofi Annan à la tête de la CENI. Il y a des personnalités comme ça dans le monde qui peuvent présider la CENI. On peut prendre même des Européens pour qu'ils viennent présider la CENI. Parce qu'il y aura une certaine neutralité acquise qui va permettre à tout le monde de nager sur le même schéma. Et donc, nous pensons très sincèrement qu'aujourd'hui, l'opposition a un grand devoir. Le devoir de l'opposition, ce n'est pas de gesticuler dans l'émotion. C'est de rester serein, calme, de réfléchir et de poser les pieds en âme et conscience, en sachant où nous allons, nous voulons les résultats ou pas. Et donc, ça passe par ce que vous veniez de dire. Oui. Donc, la rencontre dans de la famille de l'opposition. Cette rencontre, elle est, je dirais, implacable. On n'y peut pas y échapper. Parce que comment voulez-vous qu'on aille aux élections l'année prochaine? Qui sera notre candidat, nous les opposants? Si nous les opposants, nous avons 10 000 candidats. Et c'est une élection à un seul tour. À un seul tour. Oui. Si nous avons 10 000 candidats, nous allons droit à l'échec. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons multiplier les initiatives. Ça, nous allons batailler là-dessus pour qu'effectivement, que cette rencontre qui va se faire, la nouvelle rencontre de l'opposition, que le maximum de partis d'opposition soient au rendez-vous et que les discussions soient sincères pour qu'il y ait vraiment une vraie bataille afin de constituer un front républicain de l'opposition qui va conduire
le combat de l'opposition vers les élections. Alors évidemment, ici, il est question de stratégie. Dans beaucoup de cas, vous l'avez entendu, quand Joseph Kabila propose le dialogue, l'opposition dit c'est une stratégie de glissement. Alors, si le dialogue avec Kabila est rejeté, qu'est-ce qui peut le remplacer? Bon, il faut dire aussi que Kabila a manqué des formes. Il a proposé un dialogue de manière verbale. Oui. C'est vrai. 3 mois après, il n'y a toujours rien. Oui. Il n'est pas sérieux. Il aurait dû aller plus vite. Non, il faut accompagner ça avec la forme. C'est-à-dire, on envoie des invitations. Parce qu'il y a des partis. Des textes. Exactement. Oui. Il y a des partis qui sont. Nous devons avoir l'histoire, les archives du combat politique du pays. Envoyer des invitations aux partis reconnus en RDC. Il y en a, je ne sais pas, 477, oui. L'État congolais est en mesure de le faire. Envoyer des invitations. D'inviter tous ces partis à la discussion et éventuellement aux partis d'opposition de proposer un nouveau calendrier pour un dialogue éventuel. Tout simplement, les dialogues, c'est quelque chose de... Mais sinon, quand même, la CENI a des mécanismes de consultation. Oui. La tripartite CENI, majorité, opposition, est-ce que celle-là ne suffirait pas pour justement régler ce problème de calendrier? Parce que c'est ça l'épine au pied. Mais parce qu'on a oublié la société civile, oui. On a oublié la société civile et la diaspora. Tu vois, donc elle ne participe pas à ces débats. Or, elle doit participer. 9 millions de Congolais ou 10 millions, on ne peut pas effacer ça d'un seul coup de main. La diaspora, elle pèse réellement, elle pèse financièrement, intellectuellement et humainement, la diaspora pèse. Nos enfants et nous-mêmes, nous sommes nombreux. Et beaucoup des changements qui s'opèrent aujourd'hui en RDC, c'est parce que la diaspora a mis sa main. La diaspora s'est battue, a interdit aux dirigeants de venir parvenir en Europe. Aujourd'hui, ils ne savent même pas où aller. Quand ils sont malades, ils vont se faire soigner au Brésil. Ou en Inde. C'est le travail de la diaspora. Donc, on ne peut pas discuter de l'avenir de la RDC sans que la diaspora soit invitée au rendez-vous. Alors, évidemment, cette diaspora, vous le savez, ces jeunes qui se battent avec leurs outils à eux, leur manière, qui peut parfois heurter. Vous avez vu, certaines violences ne sont pas acceptables. Comment arriver à rendre ce combat intelligible? Très bien. C'est ce que je ne cesse de lancer des messages tous les jours à nos jeunes combattants et d'autres qui sont de notre génération. C'est bien de combattre, de descendre, mais il faut savoir encore que pourquoi on combat. Vous ne pouvez pas aller sur un ring sans savoir pour quelle raison. Vous y allez parce qu'il faut y aller. Là, ça devient quelque chose de pas compréhensible. Au jour d'aujourd'hui, moi, je demande personnellement à la diaspora de bien réfléchir, de ne pas faire un combat qui n'aboutit à rien, qui devient un combat juste de plaisir, sans issue, de plaisir. Non, nous devons aller avec des schémas clairs. Nous avons défini un schéma clair au sein de notre mouvement politique. C'est pourquoi nous avons demandé, il y a certains combattants qui nous ont rejoints, mais nous avons demandé aux combattants de venir parce que nous avons un espace de débat et de dialogue. L'action républicaine pour le progrès. Oui. À ce moment-là, nous allons discuter ensemble des calendrier qu'il faut tracer pour mener les combats, le Congo vers la lumière. Il y en a beaucoup, vous savez. Mais il reste toujours quand même la grande question pour nos enfants, les enfants de la diaspora, la question de la double nationalité. Oui. Aujourd'hui, ces enfants sont exclus pour la partie politique, mais on va les chercher pour représenter le Congo dans le sport. Oui, comment dirais-je, la nationalité, c'est un problème administratif plutôt. Et donc, on peut régler ça rapidement. Et ça, ceux qui refusent la double nationalité ont tort. Mais nous savons que si nous sommes... Mais ils ont peur. Ils ont peur. Oui. Ils ont peur de l'intelligence. Voilà. Ils ont tout simplement peur de ça. Mais nous ferons comme les Sénégalais, comme les Maliens, dans leur constitution, la nationalité sénégalaise, elle est permanente. Point barre. Tu peux avoir 10, 15, 20, mais celle du Sénégal, elle est permanente. Tu ne la perdras jamais. Oui, voilà, donc c'est simple comme bonjour, une seule phrase, ça règle tout. Donc c'est un problème administratif, on fera tout pour régler ça. Mais ce que je veux dire, moi, le message que j'adresse beaucoup plus à la diaspora, c'est la diaspora de faire la part des choses, de ne pas fonctionner avec l'émotion. Parce qu'on a vu, lorsqu'il y a eu la manifestation en Belgique, il y a eu des choses pas bien. C'est-à-dire les Congolais se sont battus entre eux. Les Congolais ont blessé d'autres Congolais. Ce qui n'est pas très bien. Moi, c'est la première fois que je m'exprime sur les sujets. J'ai préféré me taire, de ne pas m'exprimer. Je suis malheureux de voir que mes propres compatriotes se battent entre eux. Mais qui gagne quand les Congolais se battent entre eux? Mais c'est ceux qui n'aiment pas les Congos qui gagnent. Et donc, moi, je crois que tous ceux qui sont descendus dans la rue, parce qu'ils ont été poussés par, notamment, Ngwanda ou d'autres personnes, ont eu tort
de ne pas réfléchir avant d'y aller. De savoir que s'il y a des combats à mener, c'est des combats contre ceux qui font de l'oppression au pays, pas contre d'autres Congolais qui se battent pour sauver la nation. Parce que Ngwanda aujourd'hui, il est devenu donneur des leçons. Les Congolais l'ont excusé. Peut-être dans la mémoire courte. Mais demain, ils vont excuser Kabila. Demain, Joseph Kabila, aujourd'hui, il les traite d'étrangers. Mais demain, ils vont l'excuser aussi parce qu'il va demander pardon. Il y aura toutes les personnalités qui ont fait du mal, des près ou des loin, au Congo, qui vont s'excuser. Ils seront pardonnés. Donc, il ne faut pas que les Congolais fonctionnent comme des moutons en se disant parce que Ngwanda a eu un beau discours, donc c'est quelqu'un qui a changé. Non. Ngwanda, dans sa nature, après 32 ans d'oppression, après 32 ans de destruction, il a géré la sécurité de la nation. Il a mis l'avenir du pays en danger. Parce que la sécurité était dans ses mains. Donc, il a été incompétent pendant 32 ans. Je ne vois pas ce qu'il va faire aujourd'hui qu'il agit là pour pouvoir sauver les Congos et les redresser. Moi, je pense que Ngwanda travaille. Attention, il travaille pour Kabila. Moi, je pense très sincèrement. Parce que le fruit du travail... Le fruit du travail de Ngwanda, moi, j'ai l'analyse. J'ai l'analyse avec beaucoup de distance. Mais Ngwanda travaille contre l'opposition. Parce qu'il a divisé l'opposition entre elles. Et les opposants frappent d'autres opposants. Et donc, on n'a pas progressé. Alors, quel est le résultat de son travail? Donc, les résultats de son travail, c'est que Kabila profite. Aujourd'hui. Et les gens, ils se frottent les mains. Tous ceux qui sont avec Kabila se frottent les mains. Et je demande aux Congolais d'être extrêmement vigilants. En diaspora, vous avez des leaders. Nous sommes là. Nous nous battons à vos côtés depuis longtemps. Vous savez, nous, on était droit dans le botte. Si on était des gens qui pouvaient accepter tout et n'importe quoi, on serait déjà, aujourd'hui, récupérés depuis longtemps. Mais on est resté fidèles à nos convictions parce que la nation congolaise mérite beaucoup plus que ça. Une vie personnelle par rapport à la vie de l'ensemble de notre communauté, une vie personnelle, on peut la sacrifier pour les autres. En tout cas, Emmanuel Ilunga, je rappelle, vous êtes le président de l'Action républicaine pour le progrès, un parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, évidemment, la grande question que peuvent se poser les Congolais, si Kabila n'est pas candidat, s'il renonce ou qu'il respecte le délai des 2 mandats, est-ce qu'il peut dormir tranquille? Alors quand on entend beaucoup parler de le poursuivre pour haute trahison, est-ce que ce n'est pas ces messages qui peut-être font que justement les choses n'avancent pas? Oui, mais il faut déjà d'ores et déjà savoir, nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour la démocratie. Si nous nous battons pour la démocratie renferme la justice, l'égalité. On ne peut pas, il est présumé. C'est une présomption. Donc, nous devons aussi respecter les droits. Oui, les présomptions d'innocence, oui. Absolument. Oui. Et donc, il y aura certainement une justice qui fera son travail en temps voulu. Mais nous, aujourd'hui, se prononcer sur de telles questions, je pense que ça, c'est une vengeance. Moi, je ne suis pas pour la vengeance. Je ne suis pas du tout pour la vengeance. Je pense même que pour la paix sociale, pour l'équilibre de notre pays, poursuivre Kabila n'est pas dans ma priorité. En tout cas, n'est pas poursuivre Kabila, mais la sécurité du Congo doit être dans votre priorité. Si vous voulez demain diriger le Congo, 2 mandats de Kabila n'ont pas suffi pour ramener la paix à l'est de la RDC. Ouais. Aujourd'hui encore, d'autres opérations, l'ancien ministre de la Défense du gouvernement Matata II est allé rencontrer les Rwandais. Comment en finir avec cette insécurité endémique à l'est de la RDC? Très bien. L'insécurité est alimentée par le pouvoir à Kinshasa. Cette insécurité est alimentée par le pouvoir à Kinshasa. Vous savez, Paul Kagame s'est juré de ne pas laisser le Congo en paix. Et donc nous avons une solution simple. Nous prenons les choses en main. Nous allons décréter la zone, cette partie de l'Est, zone militaire. C'est-à-dire, de l'Ouganda jusqu'au Burundi, nous allons faire des barrières. Nous allons faire des fils barbelés. Je suis direct, hein, excusez-moi. Nous allons nous faire... Un peu sur le modèle hongrois? Le modèle hongrois, le modèle israélien, le modèle américain avec le Mexique. Oui. Donc nous ne serons pas les premiers à le faire. D'accord. C'est des choses qui existent déjà dans les grands pays. Oui. Nous allons décréter la zone militaire. Donc nous ferons des fils barbelés. Cette fois-là, s'il y a un seul soldat rwandais qui traverse, non seulement les seuls soldats rwandais auront des problèmes, mais nous irons jusqu'à Kigali parce que nous devons changer la nature du pouvoir à Kigali. Nous irons, ça sera, notre combat, c'est de changer complètement la nature du pouvoir à Kigali et de remplacer par des gens qui ont la démocratie et le respect. Et qui auront envie de vivre en paix avec leurs voisins. Avec leurs voisins. Donc nous ferons ça.
En tout cas, Emmanuel Ilunga, votre combat, c'est aussi comme vous le relevez, le Congo, un Congo tranquille, un Congo qui irait vers la paix, mais les jours à venir s'annoncent quand même des jours cruciaux. Est-ce que vous serez prêt à être, entre guillemets, le Henry Kissinger de l'opposition congolaise qui irait rencontrer les uns et les autres? Et est-ce que vous avez déjà commencé à le faire pour que, en tout cas, ce dialogue que vous avez évoqué entre opposition puisse vraiment avoir lieu et que on ne vous renvoie pas votre invitation parce que vous avez dit que vous allez envoyer des invitations. Mais est-ce que vous irez vous-même rencontrer ces leaders, ces chefs de parti pour qu'ils vous assurent qu'ils seront là? Très bien. J'ai rencontré certains, d'autres je suis en contact avec eux au téléphone, et d'autres je vais encore rappeler. Je n'ai pas rappelé tout le monde, mais c'est le travail que je suis en train de faire. Parce qu'il faut savoir que nous aussi, les Congolais, nous avons beaucoup d'orgueil et d'ego personnel surdimensionné. C'est vraiment le terme, surdimensionné. Voilà, ouais. Nous pensons que seuls, parce que nous sommes sortis dans la rue, nous avons 100 personnes, 50 personnes, donc ça y est, nous avons gouverné tous les Congos. Non. Je pense qu'il faut rester humble, dans l'humilité, et accepter que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est qu'ensemble que nous allons changer. Donc, moi, j'ai rencontré les uns comme les autres. Mais attention, les réponses que j'ai eues dans mes oreilles, je ne peux pas citer les noms, bien sûr, ça m'inquiète. Ah. Oui, ça m'inquiète parce que les uns disent si d'accord. Mais nous sommes tous de l'opposition. Hein. Oui. Je vais de l'autre côté, me dit mais il faut et si vous ajoutez à cela le G7, ça va être un grand souk. Donc nous avons du travail. Moi je prendrai mon bâton de pèlerin, très sincèrement, je le prendrai avec force et vigueur pour que insister pour que nous puissions être à la table des négociations. Et cette fois-ci, le dialogue inter-opposition se fera. Ça se fera peut-être à Londres, ça sera peut-être à Paris. Il faudrait que ça se fasse à l'extérieur, si j'ai bien compris. Il faut que ça se passe au Congo. Oui. C'est-à-dire, ça dépend, tout dépendra. Oui. Oui, mais vous avez évoqué ici le fait que les autorisations pour certaines réunions politiques, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. C'est pourquoi nous, notre souhait, nous n'imposons pas, notre souhait, c'est que cette rencontre de l'opposition se fasse à l'extérieur. Parce qu'ils ne nous donnent pas des salles, ils font tout pour que la réunion échoue. Et pour que ça prenne toute sa dimension et que ça réussisse, nous souhaiterions que ça se fasse à l'extérieur. Mais tout ça, ça va se discuter. Je discute déjà en aparté, en privé avec certains leaders. Et puis, en public, ils auront à faire une conférence de presse pour expliquer pourquoi nous voulons un dialogue au sein de l'opposition et en dehors du pays. Est-ce que, comme l'a dit l'honorable Kyungwaku Mwanza, des approches sont faites aussi pour que ceux qui sont restés dans la majorité présidentielle vous rejoignent dans l'opposition? Oui, nous ferons tout, parce que la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est un artefact, elle n'existe pas. Individuellement, quand vous rencontrez des gens, vous étiez à Kinshasa, vous avez entendu ce qu'ils vous disent, ils vont tous venir. Kabila, c'est un homme isolé, c'est un homme seul, et il a joué avec les feux, et il a pensé que le Congo peut être dirigé comme le Rwanda. Nous ne sommes pas le Rwanda qui fait 27 000 km². Nous faisons 2 345 000 km² avec un peuple qui est grand, avec dans notre diversité, et avec beaucoup d'intelligence, et qu'il faut affronter. Donc il n'a pas la taille pour... Ça, c'est reconnu de tout le monde. Donc je pense très... Et vous avez la taille pour... Oui, je suis prêt, psychologiquement, intellectuellement et spirituellement. Je suis prêt. Prêt pour y aller en 2016? Je suis prêt. Avec l'aide des dieux, je suis vraiment très prêt. Écoutez, Emmanuel Ilunga, merci d'avoir été à nos côtés pour ce grand Likita et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.